Si. Bonjour, aujourd'hui je reçois Hélène Nicolet, notre détective du transgénérationnel préféré, pour un nouveau volet sur le regard sur le transgénérationnel, sur tous ces impacts-là. Puis aujourd'hui, Hélène, on va aborder les lieux de vie. Donc tout d'abord, bonjour Hélène. Bonjour Daniel, Alors, ravie de cette nouvelle aventure sur les lieux de vie. et c'est une sacrée aventure parce que ces lieux de vie, ils ont plusieurs formes, ils ont plusieurs impacts. On va voir ensemble un petit peu, moi, comme à chaque fois, on essaye de décortiquer le maximum et on ne peut pas avoir tous les prismes Oui, individuels à chaque fois, mais l'idée, c'est de décortiquer le plus possible ces lieux de vie, euh, comment on les choisit, comment ça se passe. De toute façon, on va voir ensemble un petit peu comment tout ça, ça se met en place dans le clan pour soi, mais également pour les descendants. C'est tout un oui, acheminement dans l'arbre de vie. oui, Alors, tout à fait. tout d'abord, Hélène, quand je te dis lieu de vie, dans le transgénérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors, lieu de vie, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Quand on parle maison, par exemple, à quelle maison pensez-vous? Quand on dit je rentre chez moi, est-ce que c'est la maison que j'ai construite, le couple dans lequel je vis? Chez moi, est-ce que c'est la maison d'enfance, la maison familiale, la maison de mes parents, où je me trouve encore chez moi? Voilà, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui se cache derrière ces mots. Les lieux de vie, donc, vont être aussi euh, faire partie de tous nos états émotionnels vont vraiment. On parle d'une maison comme si c'était une personne. Elle a une âme, cette maison. On laisse notre âme. Et puis, les âmes des personnes, des propriétaires ou locataires d'avant l'ont aussi imprégnée. Donc, voilà, on nettoie notre maison, on y habite, on y laisse des plumes, de l'argent. Bref, c'est une personne, en fait, hein, qu'on coucoune, qu'on cajole ou qu'on maltraite d'ailleurs. D'ailleurs, il y a des mots hein, qui sont dans le vocabulaire restaurer, retaper, retaper. Il y a une violence aussi là derrière. Voilà, comment hein, on refait la façade, on va la maquiller. Et donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel derrière ces lieux de vie. Donc, à quelle maison je pense? Et derrière le mot maison, bien souvent, il y a pas seulement du matériel, des murs, des objets, un jardin ou pas. Il y a aussi les personnes qui y vivent, celles qui y ont vécu, qui ont laissé des traces, même si elles ont disparu de ce lieu. Quand on parle de maison, ça va être les habitudes, les fêtes, les réunions, les joies, les disputes. Voilà, ça va emmagasiner un petit peu tout ça. Les murs, s'ils pouvaient parler, ils raconteraient beaucoup. Et c'est vrai que c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, hein, le mot maison. Et par rapport à cette maison, moi j'ai une première question. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit telle maison plutôt qu'un autre, tel lieu de vie plutôt qu'une autre? Souvent, on va se dire c'est parce que mon activité ou l'activité professionnelle de mon conjoint ou de ma partenaire de vie ou voilà, mon compagnon va travailler à tel endroit ou je vais travailler à tel endroit, ça va induire un lieu de vie. Mais je crois savoir qu'en fait, c'est pas ça. C'est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil que ça, ces choix de lieu de vie. Oui, Alors, qu'est-ce qui se passe oui. dans le clan, dans cette histoire de transgénérationnel, puisque ça reste la thématique, hein, le transgénérationnel, qu'est-ce qui se passe qui va induire, qui va nous orienter vers tel lieu plutôt qu'un autre, vers telle maison plutôt qu'une autre, vers telle région plutôt qu'une autre également? Comment ça se passe? Oui, oui. Donc là aussi, hein, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est vrai qu'on peut être amené à habiter dans une ville ou dans une région parce que ça nous plaît ou comme tu dis, économiquement, professionnellement, je suis amené à vivre là. Mais il peut y avoir aussi derrière un ancêtre qui tire les ficelles et qui va nous téléguider gentiment vers le village où il a vécu enfant, par exemple, et qu'on ne savait pas vers la région qu'il aurait voulu habiter, où il n'a pas pu aller.
parce que à un moment donné de sa vie, il a pas pu faire ce dérangement, ce voyage, ce bousculement de vie aussi, à une époque où on bousculait pas trop dans les déménagements. Donc là aussi, il n'y a pas de hasard. Et quand vous êtes attiré, vous ne savez pas pourquoi, par une région, par, par un pays, eh bien, interrogez-vous d'abord dans votre arbre, est-ce que ce lieu de vie a déjà attiré un de mes ancêtres ou une de mes ancêtres? Ça peut être aussi, moi je l'ai vu quelquefois, ça peut être aussi le choix par hasard d'une région ou d'un pays. Et c'est un ancien amoureux éconduit ou des fiançailles rompues ou une fiancée n'avait pas pu être épousée qui habitait dans cette région ou ce pays. Donc ça peut aussi dévoiler des petits secrets où les descendants sont à même et à charge, s'ils le souhaitent, bien sûr, de mettre à jour cette histoire d'émotions, d'amour, de choses qui n'ont pas été clôturées, peut-être des adieux qui n'ont pas été dites, peut-être que l'amour restait encore après la séparation. Et donc voilà, le descendant va réparer, en tout cas peut-être aussi clôturer une histoire qui ne lui appartient pas. Et peut-être mettre son empreinte dans les pas des ancêtres, mais aussi donc créer sa propre bulle. Et souvent, on peut avoir le sentiment que non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que on va peut-être arriver dans une région, les aïeux n'auront pas forcément vécu dans la région. Il y a ce côté un petit peu négationniste hein, devant toute analyse. Et ils vont dire, mais non, mais en fait, je n'ai pas d'appartenance, je n'ai jamais eu personne de ma famille qui a vécu dans tel lieu. Et peut-être aussi que ce lieu rappelle dans le clan un pays au niveau Oui, climatique, au niveau oui, végétation, au niveau aridité. Et il y a ça aussi dans l'inconscient. Peut-être qu'aussi le lieu choisit la oui. personne. Oui, tout à fait. Quand tu dis on choisit un lieu, c'est souvent lui qui nous choisit ou qui nous attire. On peut tomber amoureux d'une maison ou d'un village ou d'une région parce que justement, il y a peut-être des traces de notre enfance que l'on retrouve dans les paysages. Voilà. Tout à l'heure, tu évoquais aussi quand on suit un partenaire de vie. D'ailleurs, souvent, parce que dans l'inconscient collectif, c'est encore ça pour beaucoup, la femme suit et met entre guillemets sa carrière en parenthèse, hein. Alors, justement, est-ce que on suit beaucoup, on déménage beaucoup en suivant son partenaire? Est-ce que c'est pour nous un plaisir ou est-ce que c'est quelque chose qui nous pèse petit à petit? Est-ce que justement ça ne vient pas réveiller des frustrations, des souffrances d'ancêtres, de mères, de grand-mères, de tantes, etc., qui elles aussi ont dû suivre, ont dû abdiquer? Donc, abdiquer de leur vie, de leur désir de rester dans une région, de ne pas déménager dans un lieu qu'elles n'aimaient pas. Voilà. Hein, ça aussi, c'est important de voir quels sont ces déménagements. Est-ce que je m'impose des rotations de maison ou est-ce que, au contraire, je reste très sédentarisée? Ça vient réveiller le transgénérationnel aussi. Donc, c'est vrai que certains ancêtres ont pu vivre à certains lieux où nous habitons nous aussi, mais aussi ça peut être des façons de vivre. Tu parlais de paysages, etc. Ça peut être aussi certains épices, la cuisine, ça peut être une religion implantée dans telle région et pas d'autres, moins dans d'autres. Voilà, hein, il va y avoir aussi tout ça. C'est très subtil, mais il y a des fils conducteurs. Et puis, quand on arrive par hasard, alors là, vraiment, où personne dans le clan n'y a habité. C'est possible aussi, bien sûr, mais nos ancêtres vont trouver un autre moyen pour nous faire des petits clins d'œil et se rappeler à nous. Ça peut être le numéro de la rue où on habite. Ça peut être le nom de la rue. Voilà, hein, il va y avoir ces petites choses qui vont peut-être rappeler une façon de vivre de nos ancêtres ou certains nombres, numéros, peuvent aussi avoir marqué des événements traumatisants, beaucoup, dans la vie des ancêtres.
Et beaucoup traumatisant parce que, en fait, quand c'est joyeux, on ne fait pas trop attention. Mais quand c'est répétitif et que ça nous semble lourd, il y a peut-être quelquefois plus souvent des événements plus traumatiques. Voilà. Alors, un exemple, hein, par exemple, une femme s'est aperçue qu'elle était poursuivie par le nombre 29. Donc, elle habitait dans le département 29, le Finistère. Elle a souvent habité des numéros 29. Voilà, elle s'est mariée à un 29, etc., etc. Et puis, en faisant son arbre, elle s'est aperçue qu'en fait, un grand-père était décédé un 29. 29, alors je ne sais plus, mettons, on va mettre juillet 1929. Donc, il y avait aussi cette répétition. Et c'était soi-disant d'une mort soudaine, mais arrêt cardiaque, on lui avait, voilà, on n'avait pas dit d'autre chose. Euh, Si ça avait été un arrêt cardiaque, entre guillemets, classique, peut-être que le nombre 29 ne l'aurait pas poursuivi. Mais en fait, cette mort soudaine cachait un secret, un secret. En fait, c'était un suicide. Et donc, dans la famille, le suicide, c'était très honteux, très culpabilisant. Et donc, on voulait surtout pas dire à l'extérieur, voilà, le suicide, le mot suicide. Donc, un des descendants, elle, s'est trouvé en charge de faire parler ce 29 qui la poursuivait dans sa vie. Et à partir de là, elle était beaucoup moins, en fait, c'était quelqu'un de très stressé, très inquiet, un petit peu pas déprimé, mais voilà, il y avait quelque chose de lourd dans sa vie. Et donc, petit à petit, elle a retrouvé sa légèreté. Alors, tu parles de faire parler les chiffres. Je vais quand même poser la question pour ceux qui se la posent. C'est de quelle manière on fait parler les chiffres? Parce que c'est bien beau d'identifier, par exemple, que tel ou tel chiffre nous suit, hein, dans l'adresse postale, dans une année, dans un numéro de téléphone ou autre, dans des récurrences de date de naissance. Mais comment est-ce qu'on arrive à l'interpréter? Comment, là, peut-être qu'on s'approche davantage de la numérologie. Mais vu que tu as abordé le sujet, je suis quand même curieuse que l'on puisse Oui, oui, débroussailler ça oui. aussi. Oui. Alors, quand les chiffres persistent à se montrer dans notre vie, peut-être que ça peut être significatif, comme là on l'a vu, d'un secret. Ça peut être donc dans les dates de naissance. Si par exemple on s'aperçoit que le numéro 45 est souvent présent dans notre vie, ben peut-être qu'en 1945, dans le clan, il y a quelque chose qui s'est produit. Alors ça peut être une date de naissance, une date de décès, de conception, mais ça peut être aussi un événement, c'était la fin de la guerre par exemple, un événement traumatisant à ce moment-là. La fin de la guerre n'a pas été synonyme de joie et de libération pour tous. Ça a été aussi certains prisonniers qui ne rentraient pas de leur camp, qui sont rentrés beaucoup plus tard. Donc il y a une attente, une frustration, une douleur, une souffrance. Voilà. Donc là, le 45 peut parler de cette façon. Mais ça peut être aussi, qu'est-ce qui s'est passé pour quelqu'un à 45 ans? Voilà, hein, ça, on le voit de façon assez récurrente où l'ordinateur familial va garder en mémoire tout, les odeurs, les couleurs, la saison et les dates. Les dates dans le bon ordre, 45, mais aussi dans l'anagramme, 54. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà. Donc, par exemple, il y a des personnes qui disent ah ben moi, je déménage tous les 3 ans. Là, j'ai eu un cas, tous les 3 ans, il faut que je parte. Voilà. Et quelquefois, même, je change de partenaire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à 3 ans pour elle, pour quelqu'un dans le clan? Est-ce qu'un bébé est mort? Est-ce qu'il y a eu à 3 ans dans sa vie un déménagement ou une perte de maison qui fait que le chiffre 3 a vraiment tilté dans son cerveau? Voilà. Mais ça peut être aussi à 3 jours, à 3 mois. Donc ça peut être une fausse couche à 3 mois de grossesse, ça peut être à 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé pour un bébé? Voilà, hein, c'est important voilà, de déployer un petit peu toutes les arcanes que nos ancêtres nous envoient
et à nous de voir. Alors, bien sûr, ce qui va être insignifiant comme événement ne va pas forcément marquer. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais alors vous parlez souvent des traumatismes, des choses malheureuses. C'est vrai que moi, les personnes viennent me voir parce qu'elles ont des souffrances. Et si elles sont dans la joie, elles peuvent peut-être me le dire, mais très peu. Et donc, à partir de là, c'est vraiment ce qui inquiète, ce qui interroge comme répétition, qui fait que on va creuser et aller un petit peu plus loin et tomber sur peut-être des drames. Donc là, on parle de drame. Qu'en est-il dans des cas de figure où, justement, à l'inverse, là, on parlait de déménager, par exemple, tous les 3 ans, mais à l'inverse, la difficulté de quitter la maison, de déménager. Je pense à la difficulté à un enfant devenu adulte, peut-être, avoir la possibilité de quitter le foyer dit familial. Qu'est-ce qui se passe qui fait que une personne a du mal à quitter un lieu? Hmm, hmm. Alors, si c'est par exemple un jeune qui a du mal à quitter papa-maman, peut-être qu'il faut s'interroger déjà sur le couple. Est-ce qu'il est prêt à laisser partir l'enfant du nid? Voilà. Hein, donc, c'est déjà une recomposition de la structure familiale, peut-être avec une peur que le jeune, en faisant sa vie, eh bien, soit moins présent et oublie les parents petit à petit. Hein, il mène sa vie. Ça peut être aussi que le couple a du mal à se retrouver à deux. Et donc, voilà, il faut repartir sur un nouveau contrat de mariage ou d'union pour, voilà, se repositionner autrement dans la maison. Alors, ça peut être aussi comment sont partis le père et la mère de ce jeune quand ils avaient à peu près son âge. Comment ils ont quitté la maison? Si par exemple, je quitte la maison en voyant ma mère complètement effondrée, en pleurs, si je vois que mon père me dit en partant, tu reviens quand tu veux parce que je connais, la vie n'est pas si simple que ça et tu auras des difficultés, c'est certain que dans les générations suivantes, il peut y avoir des jeunes récalcitrants à partir. Parce que même s'il n'a jamais entendu ces paroles, il va y avoir quelque chose qui s'est euh, enfin, transbordé en lui, hein, qui a glissé en lui, et il porte ces mémoires-là. Si par exemple, la maman a été très heureuse de voir sa fille partir, le papa également, très soucieux, mais en même temps confiant dans le potentiel de leur fille, la fille, en devenant mère, transmettra à ses enfants la facilité de devoir partir, de pouvoir partir, et donc de mener sa barque. Donc il y a aussi le côté confiant. C'est vrai que plus il y a des difficultés dans le clan à partir, plus les descendants auront aussi peut-être cette mémoire-là. Moi, je pense à des jeunes aussi qui ont dû se terrer dans la maison familiale, cachés dans le grenier pour éviter le STO, par exemple. C'est des jeunes qui sont partis contraints et forcés pour ne pas être embarqués par les Allemands et ont dû aller dans le maquis, par exemple. Mais ils auraient préféré continuer leurs études et être à la maison, par exemple. Il y a beaucoup de mémoires de guerre aussi dans ces départs. Il peut y avoir aussi des mémoires de migration. Si par exemple le grand-père est parti à 17 ans de chez lui, contraint et forcé de Pologne parce qu'il devait survivre à tout prix, sinon il allait être dans les camps, eh bien forcément, il y a des jeunes descendants qui seront dans la facilité du départ pour transmuter ce départ difficile, ou alors des jeunes qui auront une difficulté à quitter la maison, parce que la maison, c'est la patrie aussi, c'est le côté solidité, ancrage. Voilà. Hein, donc on peut trouver un petit peu tous ces cas de figure. Et je vais rebondir sur cette notion de patrie, cette perception du jeune, de l'adulte, voilà, en fonction de chacun, de se rapporter à quelque chose d'identifiable dans le clan, même complètement inconsciemment la plupart du temps. Et il y a aussi ceux qui
sont partis. On le voit avec cette émergence, surtout financière pour beaucoup ces 20 à 30 dernières années. Ceux qui sont partis pour des raisons financières se retrouvent à devoir revenir dans le cocon familial, dans la maison familiale. Quelle peut Mm. être l'histoire derrière de réactivation qui se joue là? Mm. Mm. Oui, oui, oui. Alors, autrefois, les personnes, elles ne quittaient pas forcément la maison familiale, hein. C'était des maisons qui étaient faites pour deux, trois générations. Dernièrement, j'ai eu un cas où c'était l'arrière-grand-père avait construit pour cinq générations, hein. Donc, voilà. Et il maintenait tout le monde sous son toit. Donc, il y a ça aussi, hein. C'est que quelquefois, il y a eu des jeunes mariés qui ont dû être obligés d'habiter en même temps que les parents, les grands-parents, les beaux-parents, hein. Beaucoup ont souffert des beaux-parents parce qu'ils s'inséraient dans une maison qui n'était pas la leur, hein, ou quelquefois ils n'avaient même pas le droit de modifier une peinture dans une pièce ou la place des meubles, etc. Or, une maison, c'est ça aussi, c'est s'approprier les lieux en pouvant avoir le loisir de modifier, quand ça nous chante, la place des plantes ou des meubles, hein. Donc, il y a vraiment cette accaparation des lieux de vie. Voilà. Donc, ces jeunes qui partent aujourd'hui et qui reviennent, parce que sur le plan économique, c'est compliqué, euh, ça a pu se jouer autrement. C'est vrai que les grands-parents disaient souvent aux jeunes, bah, de toute façon, au moins vous avez un toit et puis ça sera plus simple, hein. Donc il y avait déjà aussi cette préscience. Bon. C'était aussi peut-être pour gérer aussi la ferme, l'exploitation, etc., hein. C'était souvent ça. Euh, Derrière ces maisons collectives, hein, beaucoup plus élargies, il y a quand même beaucoup de difficultés de trouver sa place. Et aujourd'hui, on le voit très très bien quand on accueille nos enfants adultes à la maison pour quelque temps, pour les dépanner, pour les aider. Eh bien, il y a cette difficulté pour chacun de retrouver une place. Donc, ça existait déjà chez nos ancêtres autrement, mais chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est très difficile aussi. Et donc peut-être qu'on vient toucher, en revivant cette cohabitation un peu difficile, des fois hein, qui frictionne, peut-être qu'on vient toucher ces mémoires d'ancêtres. C'était quand même pas si simple. Ou bien sûr, les enfants étaient gardés par les grands-parents qui étaient disponibles, qui étaient sur place, hein. On insiste beaucoup sur place, c'est facile, etc. Mais on oublie que l'éducation a été donnée non pas par le couple parental, mais aussi par les grands-parents qui avaient leur grain de sel à apporter, et souvent qui s'accaparaient l'éducation de leurs petits-enfants. Ils appellent le rôle des parents. Et donc, il y a beaucoup de parents qui ont eu de la rancœur, un sentiment d'injustice, ou en tout cas de colère, rentré, jamais exprimé. Voilà. Donc, ça peut peut-être surgir hein, à travers ces allers-retours de nos jeunes aujourd'hui. Voilà, je donnerais cette interprétation en tout cas. Et justement, là, tu parles de transmission par rapport aux grands-parents, par rapport à ces familles toutes présentes presque les unes sur les autres. Est-ce que ça n'aurait pas aussi induit ce que on interprète aujourd'hui comme quoi ben, ça saute une génération? Par exemple, telle information va sauter une génération. Le grand-parent, ben, on va souvent le reconnaître dans les petits-enfants. Et est-ce que quelque part, ces modes de transmission qui sont tout de même assez ancestraux n'ont pas continué à garder leur impact, même si aujourd'hui on fonctionne différemment. Oui, oui, oui. Alors, en transgénérationnel, moi, je l'expliquerais comme des grands-parents élèvent leur fille. La fille, bien souvent, elle est soit dans la répétition de ce qu'ils proposent, soit dans la rébellion, en admettant qu'elle se rebelle. Cette fille devient maman à son tour, et les enfants peuvent être dans la répétition de leur mère ou dans la rébellion. S'ils se rebellent, comme elle s'est rebellée, les petits-enfants sont plus en lien avec les grands-parents qu'avec les parents. Et ainsi que souvent, des parents, c'est pas qu'ils prennent pas l'info, c'est que
ils veulent faire comme ils l'entendent. Et donc, cette info circule jusque, aux enfants, aux petits-enfants. Voilà. Après, quand on est grand-parent, on n'a pas le rôle d'éducateur. On a un rôle de transmission si les enfants, parents nous laissent la place, hein, en tant que grands-parents. Ça va être voilà, hein, il faut qu'ils transmettent le flambeau et qu'ils acceptent que les grands-parents aient des liens particuliers avec leurs enfants. Voilà, ça c'est une chose. Et puis, les petits-enfants peuvent se sentir plus libres de parler à leurs grands-parents, de leur confier des secrets, parce qu'en fait, tout enfant a une peur de faire du mal aux parents. Ou alors, il est dans le côté je choque à tout prix, etc. Donc ça, c'est plutôt à l'adolescence. Et donc, du coup, l'enfant, il peut dire facilement des choses que les grands-parents peuvent accueillir. Il y a le recul nécessaire. Et voilà, ça peut être une explication hein, de ce saut de génération. On va revenir au lieu d'habitation. Et, et un habitat, on arrive à l'entretenir et des fois, on n'arrive pas à l'entretenir. Est-ce que les Hmm. impacts au niveau du transgénérationnel ont également leur mot à dire sur la manière dont on va pouvoir prendre soin de sa maison? Encore là, c'est ben, la maison, c'est vaste. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour chacun la maison, comment ça se situe. Il y en a qui vont vivre dans un désordre, dans un réel capharnaüm, et qui vont Hmm. sentir bien dans leur notion de cocon. Si on leur déplace quelque chose, ils sont perturbés. Il y en a qui vont avoir besoin de situations de vie très épurées, très aérées, et qui, dès qu'on leur met quelque chose en trop dans l'élément, ben, vont être déstructurés, décalés. Puis il en va de même de la possibilité ou pas d'entretien du bâti, de la maison en soi. Comment est-ce qu'on Oui, en arrive ou pas à l'entretenir, peut-être en fonction des moyens ou ne serait-ce que de ses capacités de manutention au niveau du oui, oui, transgénérationnel. oui, oui. Alors déjà, certains disent qu'une maison, c'est comme une maîtresse qui coûte très cher. Et donc, tout l'argent du couple peut passer dans la maison. Il y a des couples qui vont investir totalement leur lieu de vie au détriment peut-être d'un voyage, d'un week-end, d'un resto, etc. Donc, c'est vrai que où va la priorité, où vont les priorités du couple? Ça peut être vraiment quelque chose de récurrent, hein. Il y en a qui disent, chaque fois que j'ai eu une maison, il a fallu que ce soit vraiment euh, quelque chose d'idéal pour moi, hein. Il y a une notion d'idéal. Quand la maison accapare autant de soins et d'argent, donc du coup, et d'énergie, de temps, peut-être qu'il y a des maisons mises à mal dans le clan. Donc moi, je pense quelquefois à des pertes de maisons, hein, des maisons qu'on n'a pas pu accompagner autant qu'on aurait voulu. Donc, quand on déménage, quand on change de lieu de vie, quand on change de pays, à cause de dictature, par exemple, on laisse l'habitat. Et quelquefois, c'est des maisons qui nous poursuivent toute une vie, vraiment, et même les générations suivantes. Donc ça, c'est important d'avoir en conscience que les migrations du clan, c'est pas que la tristesse de devoir quitter un pays et puis de ne plus parler la langue, par exemple, mais c'est aussi tout le côté matériel. D'ailleurs, quand on a vu, hein, dans certaines valises de personnes qui partent et qui franchissent les frontières, les montagnes à pied, etc., il y a des objets qui sont complètement incongrus et qu'ils avaient besoin d'emporter pour un souvenir de cette maison. Il y en a même qui emmenaient une pierre ou un peu de terre. Voilà. Donc c'est quelque chose qui ne pouvait pas les aider matériellement dans leur fuite, mais mentalement. Voilà. Hein, donc ça, c'est important aussi. Quand on n'arrive pas à entretenir une maison, il y a peut-être des souvenirs de maisons non entretenues. Ou au contraire, si on est dans des excès, là aussi, il peut y avoir cette souffrance par rapport à un bâti. Mais ça veut dire aussi que quand il y a des maisons qui s'écroulent, on l'a beaucoup vu et on le voit encore, il peut y avoir des indivisions, des fratries qui ne s'entendent pas et qui laissent du coup la maison, contraint et forcé, s'écrouler
au moins cette maison n'appartient à aucun des frères et sœurs. Voilà. Donc, dans le transgénérationnel, on peut dire aussi que de cette façon-là, les parents, en créant un petit peu une fratrie qui est un petit peu en zizanie, hein, faut pas se cacher, les maintient quand même dans leur lien à eux. C'est-à-dire que les parents les forcent, ses frères et sœurs, donc leurs enfants, à se rencontrer, à essayer de se mettre d'accord, à parlementer pour trouver une solution pour la maison familiale. Alors, quelquefois, ça n'arrive pas du tout, mais c'est un peu comme si les parents étaient un petit peu démunis de voir leurs enfants se disputer, alors que de leur vivant, peut-être que ça se passait pas si mal que ça. Voilà. Donc, quand il y a des maisons en indivision qui tombent en ruine, il peut y avoir justement après des à quoi bon les maisons, voilà, c'est comme ça, ou au contraire un excès où la moindre fissure fait paniquer. Voilà, hein, Est-ce que ça dans, peut dans être vu. l'habitat, est-ce que dans la culture de l'habitat, c'est pareil partout? Est-ce qu'il y a des pays, des régions qui seraient sur un regard différent par rapport à l'habitat? Ne serait-ce que dans les constructions, déjà, on voit que c'est pas la même chose d'un Complètement, lieu à un autre ou d'un pays à un autre. Mais dans le complètement. rapport à Oui, l'habitat, est-ce qu'il y a des interprétations différentes en fonction du lieu? oui. Par exemple, on sait qu'au Japon, ils ont toujours un sac de prêt au cas où il y a un tremblement de terre et ils sont prêts à partir. Donc, l'habitat est très léger. Ils peuvent changer la destination d'une pièce très facilement dans la journée. Ça peut devenir chambre, ensuite salle à manger, ensuite salon, etc., hein, selon les heures. Donc, il y a une facilité de départ. Et puis, donc dans tous les pays, je suppose, où il peut y avoir possiblement des tremblements de terre, il peut y avoir aussi cette crainte de devoir partir rapidement. Euh, Quand on a des personnes qui ont tout perdu et qui ont dû migrer, moi, je me suis aperçue qu'il y a quand même pas mal de maçons dans les générations suivantes. Alors bien sûr, chez les Espagnols, les Portugais, souvent, hein, c'était des maçons dans leur pays. Mais donc, ils ont transmis. Une maison de maçon, hein, quand on achète une maison de maçon, c'est une maison qui ne s'écroule pas en une génération, hein. C'est impossible. Et je peux penser que, en fait, leur difficulté, leur souffrance d'avoir perdu une maison quelque part dans leur pays d'origine fait qu'ils s'enracinent et ils vont avoir un besoin de solidité. Voilà. Donc, voilà, chaque pays, chaque région aussi, hein, l'habitat est complètement différent. Ça va être plus aéré, plus ouvert, aux quatre vents ou pas, beaucoup plus renfermé dans les régions où les températures sont extrêmes, etc. Donc, la maison aussi vient parler de notre façon de vivre, mais aussi de nos engagements. Tu disais tout à l'heure minimaliste ou très désordre, etc. Ça peut être des maisons qui peuvent parler de nos euh, envies, de nos hobbies. Si par exemple, ma priorité pour moi, c'est de lire, ben, il y aura des livres dans toutes les pièces, de partout. Pour certains, ça sera complètement en désordre. Et puis pour d'autres, ben, ça sera vital. Voilà. Hein, l'idée, c'est de voir aussi à travers les objets et ce qu'on laisse voir à ceux qui s'invitent chez nous et qu'on invite, qu'est-ce que je laisse apparaître ou pas? Qu'est-ce que je cache ou pas? Hein. Voilà. Donc le désordre, il est vraiment très subjectif. Voilà. Je peux avoir l'impression que ma maison est en désordre, et alors que quelqu'un qui est très désordonné la trouvera très très rangée. Au contraire, il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Hein, c'est vraiment subjectif. C'est lié aussi à nos façons aussi d'avoir été éduqués, hein. Si on avait une maman qui passait l'aspirateur tous les jours, eh bien, si moi, dans ma vie d'adulte, je ne le fais pas, j'ai l'impression d'être pas ordonnée, voilà, pas la bonne fille, etc. Et d'être peut-être en rébellion ou pas, hein, selon ma conscience. Mais il y a, voilà, hein, c'est vraiment aussi l'éducation qui va donner un petit peu le guide pour tenir sa maison.
Par rapport à nos lieux de vie, il y a aussi ces perceptions de voisinage. C'est-à-dire que quand on choisit ou quand un lieu de vie nous choisit, comme on a vu précédemment, il peut s'avérer que on soit confronté avec un voisinage de proximité avec lequel ben, ça c'est pas toujours l'idéal au plan relationnel. Alors ça peut se passer sur une maison individuelle ou ça peut se passer à plus grande échelle pour ceux qui vivent en appartement, en immeuble ou autre, ou alors en maison mitoyenne aussi, hein, puisque là c'est quand même aussi un voisinage de Mm. proximité. Euh, quel peut être dans le transgénérationnel, dans le clan, quelles pourraient être les informations liées à ça, liées à ces choix inconscients, mais de se retrouver peut-être avec un voisinage soit conflictuel, soit extrêmement présent dans la base relationnelle. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des personnes qui répètent hein, d'habitat en habitat cette difficulté de vivre avec les voisins. Alors, souvent, les voisins sont dans la symbolique liés aux frères et sœurs, aux cousins, cousines, aux collatéraux de la même génération que nous. Donc, si par exemple, on a des difficultés relationnelles avec nos frères et sœurs, des cousins, cousines, ou si nos parents, grands-parents avaient eux-mêmes des difficultés relationnelles à ce niveau-là, dans leur fratrie, il peut y avoir des voisins qui viennent s'imposer par leur bruit, leur façon de vivre, etc., leur présence, nous rappeler qu'en fait, on aurait mieux à faire que de traiter avec eux et donc de traiter plutôt dans le clan, en apaisant justement ce qu'on attire en fait. Ça peut être une piste à explorer qui est intéressante. Voilà. Alors après, il faut voir comment les voisins nous gênent. Si c'est par le bruit, qui faisait du bruit dans le clan? Est-ce que moi, dans mon enfance, j'ai été bercée par le bruit de mon petit frère qui m'embêtait, etc. Ou est-ce que j'ai entendu que ma mère avait été très gênée quand elle était grande déjà et qu'elle a eu un tout petit frère dont elle devait s'occuper et qui faisait du bruit? Voilà. Hein, ça peut être des petites choses qui paraissent insignifiantes, mais le voisin, peut-être qu'en fait, il n'est pas si fautif que ça. Il vient juste nous agacer sur notre bouton rouge qui se réveille à ce moment-là, en termes de mémoire, hein, souvent transgénérationnelle. Voilà. Alors ça peut être aussi, il a une moto qui m'embête, il fait des travaux toujours le dimanche. Est-ce que dans mon arbre, ça parle ça? Est-ce que dans mon arbre, j'avais un père qui oubliait que c'était le dimanche et qui travaillait entre guillemets? Est-ce que voilà, j'avais quelqu'un qui avait une moto dont je rêvais d'en faire et là, mon voisin, il me la met sous le nez et sous les oreilles. Voilà. Oui, en effet, on est vraiment sur une pluralité d'informations. C'est toujours important, je le répète à chaque fois, que chacun puisse prendre ce qu'il estime correspondre à son regard et peut-être à ce qui lui parle. Et qu'en est-il, toujours dans la base des lieux d'habitation, des fois on habite une maison, on habite un appartement qui ne nous plaît pas, on est là par défaut, on a le sentiment d'y être par défaut, donc cet habitat, on lui trouve tous les défauts et on n'a pas forcément envie d'y être. On y est pour dormir et pour éventuellement manger, se laver, mais pour en repartir. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du clan? Ce rejet un peu de Hmm. l'habitat. Oui, oui. C'est vrai que derrière le mot maison, quand je dis je rentre chez moi, derrière ces mots-là, il y a une impression de paix. C'est quand chacun rentre de sa journée de travail, par exemple, il doit trouver, enfin il doit, c'est bien pour lui qu'il ait un lieu où il se ressource. Et la maison peut l'être. Normalement, comme tu disais tout à l'heure, c'est un cocon, c'est un nid, c'est quelque chose, c'est un lieu où on se ressource, où on se repose. C'est vrai que si ce lieu ne nous correspond pas ou plus, si ce lieu, on ne l'aime pas, eh bien, notre corps ne va pas se détendre à 100%. Il va y avoir toujours un qui-vive, une tension dans le corps. On ne va pas se lâcher, on ne va pas se laisser aller.
Alors, est-ce que c'est dû à peut-être un problème de couple voilà, qui est en fin de vie peut-être? Est-ce que c'est l'endroit qui n'a pas été choisi par les deux personnes qui vivent dans cette maison, par exemple? Est-ce que j'ai été contrainte d'habiter là? Est-ce que c'est par le travail, une promotion, par exemple, mais j'en paye le prix fort? Voilà, tout ça, c'est intéressant de s'y pencher. Et puis ensuite, pour passer au transgénérationnel, on va voir quelles sont les personnes, parents, grands-parents, oncles et tantes, etc., qui ont vécu dans des maisons qu'ils ont choisies. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choix imposés? Et je pense à ces jeunes couples qui, une fois mariés, intégraient la maison des parents ou des beaux-parents. Là aussi, il y avait un non-choix, hein. Il pouvait y avoir aussi, euh, je pense à une histoire, le jeune couple était parti, avait fait donc sa vie une maison qu'ils avaient choisie, ils avaient eu des enfants, et puis les parents ont eu besoin qu'ils reviennent habiter avec eux. Et là, le couple a décidé, parce que voilà, c'était ainsi, hein, mais ça a été très, très difficile d'accepter ce nouvel habitat où il y avait une perte de leur liberté, de leur intimité. Et ça avait été très, très douloureux. Les enfants qui avaient vu ça avaient vraiment vu leurs parents changer leur comportement et modifier leur interaction. Voilà. Donc là aussi, hein, c'est mon lieu ne me convient pas. Peut-être que je fais comme un de mes ancêtres. Voilà. Et donc, c'est vrai que euh, dans certains clans, il y a beaucoup d'ancêtres qui n'ont pas forcément choisi de gaieté de cœur leur habitat. Ça a été imposé par voilà, les conditions de vie, l'exploitation agricole à tenir. Bref, il y a eu plein hein, de critères, hein. Voilà. Donc ça, c'est à tenir en ligne de compte. Faut pas oublier, hein, je parle souvent des guerres, hein, malheureusement, c'est encore très vivant en nous, que les personnes qui étaient, par exemple, accueillies dans des pays d'accueil, hein, comme la France a accueilli les Espagnols, les Italiens, les premiers habitats de ces pauvres migrants, c'était quand même très, très rude, hein. C'était des habitats où ils ne voulaient surtout pas rester. C'était des camps, hein, pour beaucoup. C'était des logements bien souvent insalubres. Voilà, hein, donc il y a eu quand même des migrations très difficiles et très douloureuses. Et donc après, peut-être que dans mon habitat, je trouve des petites choses. Alors c'est peut-être pas forcément moi, c'est mes ancêtres qui parlent à travers moi, hein, dans mon mal-être. Hein, ça peut être tout simplement ça. Dans les habitats, il y a aussi, comme on peut retrouver également en géobiologie, dans la signification des habitats qui se dégradent très rapidement. Alors, je ne parle pas là de Oui. non-entretien, je parle d'habitats qui se dégradent très rapidement. On voit apparaître des fissures, des Oui. malfaçons involontaires dans les travaux du bâti, vraiment une dégradation visible. Est-ce que il y a aussi dans le transgénérationnel cette définition ou est-ce qu'il s'agit du couple juste dans le présent? Parce que c'est vrai, en géobio, on peut identifier les difficultés relationnelles si on voit des fissures apparaître dans l'habitat, où Hmm, on peut poser la question, surtout si l'habitat est neuf. hmm. Par contre, est-ce que au niveau du transgénérationnel, au niveau du clan, est-ce qu'il peut y avoir des informations de ce type également, sans pour autant que ça soit les personnes habitant dans le présent qui soient directement concernées, mais plutôt une information du clan? Oui, oui. Alors, quand il y a deux personnes comme ça qui vivent dans un habitat qui se lézarde, par exemple, où il y a des fissures qui apparaissent, le transgénérationnel, il est toujours là aussi. Parce que, en fait, ces deux personnes sont ensemble, il n'y a pas que l'amour qui les a réunis. C'est aussi leurs deux clans qui avaient besoin de leur rencontre pour transmuter certaines choses. Donc, dans une maison, pour moi, hein, qui se fissure, qui a des problèmes de canalisation, des problèmes d'eau, etc., il n'y a pas que les personnes en présence
qui sont directement impactés. Et c'est pas leur façon de vivre qui impacte aussi l'habitat. Les ancêtres sont aussi là, hein. Donc, plus il va y avoir répétition de ces problématiques-là, plus je dirais que les ancêtres parlent fort. Si c'est que très peu et que voilà, il y a peut-être un questionnement sur leur couple, leur façon de vivre, mais quand c'est récurrent, quand ça s'agrandit, que les fissures par exemple grossissent, etc. Là, moi je dirais que le transgénérationnel apparaît. Alors, je dirais quelle maison s'est fissurée au-dessus, mais aussi dans la symbolique, quelle est la maison, enfin quelle est la famille euh, qui s'est fissurée, qui n'a pas eu une bonne cohésion, une belle harmonie. Les liens se sont peut-être espacés. Et donc, dans la symbolique, les murs s'espacent eux aussi à leur façon. Donc, il y a peut-être aussi sur le plan relationnel plus haut à interroger. Voilà. D'accord. Et donc, pour les problèmes d'eau et les problèmes de canalisation, c'est un petit peu ça. Hein, il y a des personnes qui vont vivre régulièrement dans des maisons qui sont inondées, où il y a des problèmes d'eau, de fuite, etc. L'eau est présente, hein. Donc, l'eau, c'est les émotions, c'est le maternel, c'est le féminin. Voilà, hein, ça vient peut-être brasser tout ça. Et donc, on va peut-être interroger le clan en disant, qu'est-ce qui se passe au niveau féminin et maternel dans le clan? Comment se transmettent de génération en génération les relations, les mots, les gestes d'affection? Comment ça se transmet de mère à enfant? Voilà. Comment ça circule? Et donc, voilà, il faut s'interroger aussi quand une canalisation se bouche juste avant l'arrivée de certains invités, par exemple, ben, c'est bon d'aller voir qui sont ces invités et pourquoi ça bouche. Voilà. Hein, pourquoi il y a ce nœud-là? Alors, ça peut être Ou, un nœud relationnel, voilà, à notre niveau, hein, tout simplement. Sur le plan transgénérationnel, c'est intéressant aussi de s'y pencher. ou que ça se bouche avant de partir en vacances aussi, par exemple, ça arrive. Ah Une oui, canalisation, ah ça arrive oui, très souvent. oui, oui, oui. Est-ce que la maison veut me laisser partir? Est-ce que moi, j'ai vraiment envie de partir? Et puis, quel Et est le gros nœud qu'il faut peut-être que je dénoue en vacances? puis il y a ça, puis ce que tu dis est très juste. Est-ce que la maison veut me laisser partir? Souvent, on a une empreinte émotionnelle en fonction de nos habitats. Et des fois, ça arrive que la maison émette des informations, nous communique des informations, une porte qui a du mal à se fermer ou même à s'ouvrir, Oui, des volets pareils qui vont avoir du mal soit à se fermer, soit à s'ouvrir, des serrures qui oui, dysfonctionnent. Là aussi, c'est qu'est-ce que dit la maison et quelle est la résonance par rapport aux ancêtres dans ces cas-là? oui, 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 oui. Euh, c'est vrai que partir, quitter une maison, même temporairement, hein, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, c'est une sorte de personne, hein, on lui parle hein, à la maison, hein. Et donc, ben, c'est peut-être bon d'être clair sur est-ce que je suis heureuse de partir ou est-ce que j'ai des attaches tellement fortes que voilà, ça peut être des plantes vertes, même si la voisine vient, ben, les plantes, elles peuvent dépérir malgré la visite de la voisine, les arrosages, etc. Il y a vraiment des liens qui se mettent en place. Donc ça, c'est important. Après, moi, j'irai voir quels sont les départs qui se sont faits dans le clan et qui ont été douloureux. Parce qu'il y a eu des départs peut-être dans le clan où la personne n'a jamais pu revenir ou n'est jamais revenue suite à un décès, suite à un accident, etc. Hein. Donc là aussi, quand c'est récurrent pour moi, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se joue derrière ces départs. Voilà. Aussi, quelque chose que j'ai souvent remarqué, les personnes qui souhaitent vendre et qui n'y arrivent pas, pourtant tout est OK. Hein, le prix, il y a une autre maison qui attend, tout va bien, c'est choisi et c'est voulu. Et pourtant, voilà, ça ne se vend pas. Alors une fois, je fais imaginer à la personne toutes les pièces. Donc elle visite, voilà, intérieurement toutes ces pièces.
Et puis on sort dans le jardin. Et dans le jardin, je lui dis, ben, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Et elle le voit, entre autres, le rosier que son grand-père lui avait offert et lui avait dit, t'en prendras bien soin, ne le laisse pas dépérir. Et là, blocage émotionnel, où pour elle, c'était super important ben, de continuer à le préserver, ce rosier. Voilà. Donc, en fait, il y avait une histoire de deuil, hein, de processus de deuil qui était encore présent par rapport à ce grand-père. Et donc, voilà, on a travaillé un petit peu ce côté émotionnel et la maison s'est vendue après. Voilà. Donc, il peut y avoir des attaches qui paraissent complètement anodines et anecdotiques. Et pourtant, nous sommes faits hein, de sentiments, de liens, etc., avec des objets aussi. Hein. Il y a François Vigouroux qui a beaucoup travaillé le transgénérationnel. Il parle des objets comme des doudous. Voilà. Hein, et quand on parle d'un vase comme un doudou, on comprend qu'on ne puisse pas le jeter ou voir le casser. Voilà. Hein, ça, Tout, c'est important. Hein. tout à fait, mais ça va me permettre justement de rebondir sur ce côté. Tu parlais du rosier, tu parlais aussi de ses impacts. Euh, Souvent, ben, même par rapport à des deuils, il y a aussi quand un membre du clan décède, très souvent, bon, plus maintenant parce que je crois que légalement on n'a plus vraiment le droit d'enterrer ses ascendants dans le jardin, d'établir des caveaux familiaux dans le jardin, mais très souvent au cours des différentes périodes. Alors bien sûr, certains étaient plus fortunés que d'autres et certains caveaux étaient beaucoup plus possibles que d'autres, mais il y a ça aussi dans les transmissions d'habitat. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à Oui, partir de cette maison parce que finalement, il y a le grand-père dans le caveau, ou alors il va y avoir les cendres d'un parent dans le oui. jardin, ou alors il va y Mm. avoir, je sais pas, un animal cher enterré aussi dans le jardin. Il y a tous ces impacts, toutes ces charges supplémentaires émotionnelles. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? Oui, 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 oui. La dispersion des cendres, hein, c'est difficile hein, dans un jardin parce que après, les personnes peuvent se sentir liées à vie à cette maison et transmettre cette maison avec cette charge émotionnelle de deuil figé. En fait, hein, c'est un petit peu ça. Euh, il va y avoir aussi, bah, par exemple, hein, il y a beaucoup de tombes protestantes dans les jardins, des maisons qui se vendent avec un droit de passage pour laisser l'accès à la famille pour venir visiter ces tombes-là. Hein. Donc voilà, il y a des régions où ça existe encore. C'est compliqué. C'est compliqué. Le rosier, c'est un fait. Un animal peut être un grand frein aussi. Et aujourd'hui, la dispersion des cendres dans son jardin, c'est compliqué. Voilà. Hein, donc, ça maintient des liens entre le vivant et les morts et comme une impossibilité de vivre à 100% hein, pour les habitants. Ils sont un petit peu piégés, hein, figés. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé au-dessus dans le transgénérationnel à ce niveau-là? Est-ce que tous les morts sont enterrés réellement? Est-ce que chacun a sa tombe? Les tombes sont-elles choisies euh, facilement? Ou alors on a rajouté un défunt dans une tombe parce qu'on n'en avait pas à ce moment-là, etc. Là aussi, hein, la dernière demeure va être un choix compliqué pour des clans. Qui accueille dans son tombeau? Quelle personne est accueillie? Il peut y avoir des secrets. On découvre des gens qu'on ne connaissait pas qui sont dans le tombeau. Ça peut être aussi, est-ce que chacun dans le clan a son tombeau? Je pense aux personnes disparues, aux militaires morts dans les tranchées, etc. Donc, là aussi, si je maintiens mon choix de disperser les cendres, par exemple, de mon père dans mon jardin, peut-être que ça fait référence à quelqu'un qui n'a pas de tombe dans les générations au-dessus. Et moi, je me dis, au moins, je sais où il est. Voilà. Mais ça ne solutionne pas mieux, en fait. Hein, c'est ça aussi qu'il faut voir.
Et comment on peut faire Alors, dans on ces parle de cas-là? décès. Comment on peut faire dans ces cas-là? Alors, Parce que ça ne résout pas, comme tu le plus, dis. non, ça ne résout pas, mais donc plus on sera au fait de l'histoire de notre famille, plus on connaîtra euh, qui a été enterré où, qui est perdu, disparu et qui n'a pas été enterré vraiment réellement dans la famille. Plus on aura ces informations et plus on fera après notre travail en conscience de choisir les dispersions des cendres, en l'occurrence là. Ouais. Voilà. Mais D'accord. vraiment, il faut savoir vraiment quels sont les deuils qui sont compliqués dans notre clan. Voilà. Bah, Alors, pour beaucoup, c'est on parle des difficile. deuils. Pour beaucoup, c'est Oui, bien difficile. sûr, On n'a pas bien sûr. forcément dans les archives départementales et nationales, quel que soit le pays où on soit en plus, on n'a pas forcément les informations. Donc, comment faire dans ces cas-là on est porteur d'une information sur laquelle on n'a pas de trace. Donc, est-ce qu'il est Oui. possible de Alors, désqueezer un peu la problématique comme ça? les militaires, par exemple, aujourd'hui, ils ont pratiquement tous leurs fiches militaires sur un site qui s'appelle Mémoire des hommes. Donc là, on trouve euh, leur date de mort, leurs engagements dans les régiments, et puis donc voilà leur enterrement. S'ils ne sont pas enterrés, si c'est marqué disparu, le travail ne sera peut-être que symbolique, c'est-à-dire que se mettre à la place de ceux qui attendaient encore ce militaire disparu, ceux qui n'ont pas pu faire le deuil. Enfin, faire le deuil, c'est une drôle d'expression, hein, c'est traverser un petit peu ce processus de deuil et voir, se mettre à leur place sur le plan émotionnel. Voilà, ça c'est un travail qu'on peut faire en conscience, même si on ne sait pas. Mais on peut deviner et ressentir dans notre corps ce qu'ils ont pu ressentir. Voilà. Et là, il y a une libération, vraiment, parce que notre corps va vibrer en diapason hein, avec justement ces ancêtres-là. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose sur les morts, c'est le choix, par exemple, quand quelqu'un décide de se suicider, le choix de la pièce dans laquelle il va se suicider. Dans voilà, dans la maison, dans le garage, dans le jardin, dans quelle pièce, la chambre, l'entrée, le vestibule, etc. Donc vraiment, ça, sur le plan symbolique, c'est très fort. Parce que si, par exemple, c'est dans l'entrée de la maison, il veut être vu par tout le monde. Si c'est caché tout en haut du grenier où personne ne va jamais, là, il y a peut-être pour lui une connotation très particulière dans cette pièce de la maison. Il y a peut-être une personne dans toute la maisonnée qui va penser à aller chercher dans cette pièce-là. Et c'est peut-être celle-ci qu'il voulait, donc dont il voulait attirer le regard. Ça va être si je me suicide dans le jardin de ma grand-mère, quels sont mes liens avec ma grand-mère pour que j'aille faire cet acte-là là-bas. Voilà, c'est vraiment très, très significatif et très important. Après, parce qu'il faudra vivre ou pas dans cette maison. On sait qu'une maison où il y a eu une mort un petit peu brutale et soudaine et douloureuse, ça se vend plus difficilement, hein. Il y a des ressentis très difficiles, etc. La famille peut avoir du mal à s'en détacher, ou au contraire vouloir s'en débarrasser très vite, mais sans rentrer dans un processus de deuil qui pacifie un peu. Donc voilà, il y a ce contexte-là qu'il ne faut pas minimiser. Très, très difficile et très compliqué, en fait. Tu me fais rebondir sur ces personnes qui choisissent involontairement et inconsciemment, encore une fois, d'habiter, d'acheter des habitats dits habités une empreinte ou une mémoire. Ça fait partie des lieux de vie. Aujourd'hui, c'est un Oui, fait, hein, c'est même plus un point d'interrogation, que ce soit par rapport à un emplacement géotellurique ou que ce soit une réelle empreinte énergétique de mémoire des personnes qui auront précédé les lieux, que ce soit appartenant au même clan ou à d'autres clans, comme on a vu précédemment. De toute façon, ça fait toujours écho. On ne choisit pas une maison par hasard, comme tu l'as dit. tout à Euh, fait. et il y a aussi cet impact-là parce que, en effet, on peut le soulever dans les ventes de biens également. Il y a des maisons qui sont compliquées à vendre parce
elles vont dégager une vibration, une émanation, une empreinte et une mémoire bien particulière. Alors, je ne parle pas de maisons toxiques, etc. Là, c'est encore un autre sujet. Mais qu'est-ce qui Oui, fait que euh, on choisit involontairement, inconsciemment, et c'est souvent, finalement, quand on commence à mettre le pas là-dedans, on a l'impression, quand on oui, écoute les personnes, qu'ils ont toujours des habitats de ce style. Donc, qu'est-ce qui fait, oui. quelle est la mémoire, comment ça se passe? Ouais, oui, 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 des maisons chargées. En fait, c'est un peu comme s'ils avaient peut-être cette mission-là dans le clan, hein, de nettoyer. Hein, ça, c'est leur mission. Donc, ils nettoient les habitats. Mais aussi, si je choisis d'habiter dans ces lieux-là, peut-être que moi, dans mon clan, j'ai des ancêtres qui ont habité dans des maisons chargées, qui ont habité des maisons chargées. Autrefois, et alors maintenant, ça se fait de moins en moins, mais les personnes mouraient chez elles. Et donc, il y avait certaines chambres qui n'étaient pas habitées pendant longtemps, des fois des générations. Et puis, quelquefois, on ouvrait la chambre pour un nouveau bébé, etc. Hein, et cette chambre, elle avait une particularité, elle était chargée. Donc, ça peut venir faire référence, hein, à ces ancêtres-là. Où est-ce qu'ils sont morts, dans quelle maison, et puis quelle pièce? Et cette maison a été habitée par qui après? Par quel descendant? Voilà. Hein, ça peut être juste rappeler les ancêtres qui sont morts comme ça, peut-être. Mais Voilà. ça reste toujours très Et ça peut, intéressant je, à je, observer. mais oui, je pense quand même que ce qui me vient aussi là, c'est peut-être aussi quel est le secret dans mon clan lié à une mort? Est-ce que il y a eu quelqu'un qui s'est suicidé dans une pièce où on ne m'a jamais rien dit? Et donc, en tant que descendant, je me choisis des maisons chargées pour nettoyer. Parce qu'en fait, au-dessus, ça ne s'est pas fait. Voilà. Quand je fais quelque chose dans mon métier ou dans mon habitat ou ma façon de vivre, c'est souvent pour transmuter et améliorer l'énergie de l'arbre. Donc, ce que je fais pour les autres, j'aurais voulu le faire pour mes ancêtres, je n'ai pas pu. Mais je le fais inconsciemment, du coup. Et plus je prends conscience, et plus ça va libérer les ancêtres. Qui dit lieu de vie dit aussi lieu professionnel parce que on a notre lieu d'habitation, mais il y a aussi ce lieu professionnel. Ça peut coexister dans notre quotidien, que l'on travaille chez soi, que l'on travaille dans une infrastructure, en bureau, dans un supermarché ou autre, ou à domicile de quelqu'un d'autre aussi. Tout à fait. Ça contribue à nos lieux de vie parce que ce sont des périodes de notre espace-temps, de notre vécu que l'on va poser Oui. dans d'autres lieux. Là aussi, ça interagit avec le clan. Oui, ça peut, oui, 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 oui. Ça peut, déjà, ça mobilise de se déplacer dans un autre lieu, autre que notre maison. Ça mobilise notre énergie. C'est-à-dire que à chaque fois, on le fait spontanément, hein, sans trop réfléchir, mais à chaque fois, on s'adapte. D'ailleurs, il y a des maisons plus accueillantes que d'autres pour nous. Dans nos ressentis, on va se sentir bien accueilli, bien. Et puis, on va se sentir ben, pas très invité. Voilà. Et donc, sur nos lieux professionnels, c'est pareil. Il va y avoir des endroits où on se sent bien et on va peut-être faire des miracles avec nos potentiels. Et puis d'autres endroits où ça sera beaucoup plus contraint, beaucoup plus difficile pour nous, où notre corps, on a l'impression qu'il se recroqueville et donc il ne pourra pas donner l'essentiel. Vraiment, hein, c'est vraiment énergétique. Euh, Le choix des métiers, on a vu, hein, c'est aussi, c'est pas un hasard, hein, mais le choix de notre lieu professionnel, ça peut aussi faire référence à ce que l'on a vécu pendant l'enfance et à des mémoires transgénérationnelles. Peut-être que moi, j'ai été habituée euh, à travailler, par exemple, à côté de la maison, parce que mes parents étaient commerçants et l'appartement était à côté de leur commerce, et que peut-être je suis habituée et je trouve normal que, en fait, mon lieu professionnel se trouve jouxtant la maison
Pour moi, c'est évident. Pour d'autres, il va y avoir une impossibilité d'être aussi proche. Ils ont besoin d'avoir un sas dans le trajet de voiture pour arriver après chez eux en ayant déposé voilà, tout le stress de la journée. Voilà. Donc là aussi, il peut y avoir des références de comment j'ai été éduquée, quels étaient les métiers de mes parents, et donc dans quoi moi je glisse mes pantoufles pour m'y trouver à l'aise. Voilà. Ou au contraire, en rébellion totale. Là aussi, hein. Donc, ça, c'est intéressant. Il peut y avoir des similitudes. Il y en a qui me disent non, non, mais là, moi, j'ai choisi, il n'y a personne qui fait mon métier. Ah, mais tiens, au fait, j'avais une grande-tante euh, qui aurait voulu, mais qui n'a pas pu. Et puis, tout compte fait, ben, sa façon de vivre, maintenant que vous me le dites, ça correspond bien à ce que je fais, moi. Voilà. Hein, donc, là aussi, hein, il peut y avoir, c'est pas forcément euh, complètement semblable, hein, mais il peut y avoir des petites similitudes, c'est des petits clins d'œil. Oui, ce que tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire qu'on va rechercher une espèce de similitude visuelle, alors qu'il y a plein Oui, de petites informations qui peuvent s'avérer oui, présentes. Qu'est-ce qui fait aussi dans notre clan que l'on puisse s'orienter vers une région plus qu'une autre? C'est-à-dire, il y en a qui vont peut-être s'orienter plus vers des régions d'eau, hein, les côtes, ou alors des régions avec des lacs ou des rivières frontalières, vraiment dans les terres, quelque chose d'assez oui. isolé, des zones assez volcaniques, des montagnes, des villes, des villages, des campagnes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, puisque aujourd'hui on le voit, il y a une exode considérable, hein, depuis le confinement, Oui, beaucoup de personnes ayant habité en ville souhaitent oui. s'orienter vers d'autres lieux de vie. Est-ce que là aussi c'est une histoire du clan qui interagit avec tout ça? Oui, alors ça se peut, hein, parce que les exodes dans tous les clans en ont connu, hein, en fait, des exodes. Il y a eu des départs suite aux guerres. Donc, à chaque fois qu'il y avait une guerre, il pouvait y avoir des déménagements rapides et puis des changements de région. Il y a eu des exodes aussi au niveau économique, parce qu'il y avait plus de travail, par exemple, dans certaines régions. Et donc, il y a eu l'Auvergne, l'Ardèche et d'autres régions qui se sont vidées de leurs habitants, où il y a un retour maintenant. Voilà, donc ça c'est important aussi quand on a ce besoin, outre le fait que oui, le confinement, le côté économique, etc., oui, c'était présent, mais en fait, c'est pas des raisons suffisantes. Il y a souvent un moteur sous-jacent, plus subtil, qui se met en route. Voilà. Hein, Alors, on peut partir dans une région complètement inconnue du clan, oui, mais je pense que on a besoin de racines et que on peut retrouver, en souriant d'ailleurs, des noms de rues qui vont nous rappeler nos racines justement. Hein. Si, je sais pas moi, le village natal s'appelait Saint-Nicolas, eh bien moi je vais partir à l'autre bout du monde ou de la France et puis je vais me retrouver dans la rue Saint-Nicolas, par exemple. Jamais personne n'est venu dans cette région-là, mais j'ai un petit lien, un petit fil qui me retient. Voilà, hein, il peut y avoir des petites choses comme ça qui font le petit clin d'œil du clan qui ne lâche pas ses brebis. En tout cas, merci infiniment, Hélène, de toutes ces belles informations, de tous ces éclaircissements. Comme à chaque fois, on ne peut pas tout explorer, on ne peut pas tout donner comme information. Libre à chacun d'effectuer ses propres recherches et ses propres démarches en fonction de où on en est à tel moment de sa vie. Mais c'est garder Oui, vraiment à l'esprit que le clan, que ça soit par rapport à un métier, à une relation, à un lieu de vie, le choix d'une habitation, le choix d'un travail, le choix d'une oui, relation, le fait de rester ou non, des incertitudes, des modes de fonctionnement, c'est surtout ne pas oublier que le clan, connu ou non connu, nous parle constamment. L'idée, c'est oui, peut-être aussi de pacifier cette relation clan et pouvoir oui, avancer
Parce que souvent, c'est ça, Oui, c'est c'est-à-dire ça. qu'on est en dualité avec le clan, parce qu'on ne veut pas fonctionner Oui, pareil, parce qu'on veut choisir sa propre route, sa propre voie, son propre lieu de vie. Finalement, comme tu oui. parles d'adresse, Saint-Nicolas peut revenir quelque part et Oui, voilà. il y a ça aussi. En tout cas, merci Oui. infiniment, Hélène. De toute façon, on aura l'occasion de traiter d'autres sujets tout aussi passionnants. Et je rappelle à tous, hein, je mets tous les liens en barre de description. Hélène, tu es conférencière, tu es auteur, tu es thérapeute, détective thérapeute en transgénérationnel et en psycho-émo, finalement, mix psycho-émotionnel. Tu proposes des stages, tu proposes des ateliers. N'hésitez pas à aller consulter le site d'Hélène. Vous allez trouver plein de petites pépites si vous êtes intéressé par votre histoire familiale ou si cette histoire familiale vient vous rechercher quelque part Voilà. involontairement. Et vous posez la question parce qu'il y a un chiffre récurrent dans votre quotidien ou parce qu'il y a un style de personne récurrent dans votre quotidien ou parce que vous avez choisi de déménager à l'autre bout du pays Oui, alors que personne de vos ascendants n'y a vécu. Ça peut être aussi intéressant. oui, 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 tout à fait. En Merci, tout Daniel. Merci Merci pour cet échange. infiniment, Hélène. De toute façon, on aura, comme je dis, on aura l'occasion de reproposer d'autres choses, d'autres sujets tout aussi passionnants. Au revoir, Hélène. Au revoir à tous et à Au très vite. revoir. Au revoir. Au revoir.